de votre article avant de lancer cette discussion. Alors, je vais avoir des questions pour vous sur la recherche que vous avez menée, vraiment le terrain, comment vous l'avez exploré. Mais d'abord, la question que j'ai pour vous, parce qu'on se connaît depuis la thèse, et c'était pas, vous travaillez pas là-dessus depuis toute votre carrière. Donc, qu'est-ce qui vous amène à un moment à vous dire on va s'intéresser spécifiquement à ça, c'est-à-dire à ces salariés qui font collectif et qui se mobilisent pour faire bouger un peu les lignes dans leurs entreprises? Qu'est-ce qui déclenche ça dans vos travaux? Merci, Johan, pour ta question. Stéphane, je peux peut-être partager de mon côté, puis tu peux compléter si tu veux. Alors moi, de mon côté, déjà, c'est vrai que travailler sur le thème des collectifs, ça faisait écho aussi à une sensibilité environnementale que j'ai personnellement, donc ça fait écho aussi à je dirais une fibre, une sensibilité personnelle. Et aussi, de manière toute simple, moi, je n'avais pas connaissance du mouvement Les Collectifs avant qu'on ait Bertrand Valliorgue qui vienne en séminaire à TSM nous en parler. Et moi, du coup, voilà, ça nous a donné, en tout cas, j'ai l'impression que ça a été un petit peu le point de départ. Stéphane, je te laisse voir de ton côté ou compléter. Disons qu'au sein de l'axe de recherche en stratégie à la Toulouse School of Management, il y a 3 sous-axes autour desquels on travaille. Un axe fusion-acquisition, un axe plutôt management de l'innovation et un dernier axe qui est plutôt strategy as practice. Donc avec Christelle, nous on est plutôt dans cette dernière orientation. Et un des points qui nous a un peu interpellés, c'est comment est-ce que des salariés peuvent essayer de, quelque part, entrer par effraction dans le processus de fabrication de la stratégie pour imposer des sujets, ou en tout cas rendre stratégiques des sujets qui ne l'étaient pas nécessairement. Et c'est aussi un des points de départ qui nous a mené à interroger comment ces collectifs avaient potentiellement une capacité de transformation, en plus de la sensibilité environnementale, évidemment, qui a été évoquée par Christelle, qui est aussi un moteur de réorientation partielle de nos sujets de recherche. Et je trouve que c'est un cas intéressant là, parce qu'effectivement, c'est une pratique de la part de ces salariés qui est en écho avec des intérêts et des valeurs que vous portez, mais qui aussi sont mis en avant ou qu'on fait ressortir avec le cadre conceptuel. C'est-à-dire que le strategy as practice, le fait de regarder la stratégie comme une pratique, permet de voir des choses qu'on ne voit pas forcément autrement. Et si on les regardait avec la théorie de la gouvernance, ces salariés, potentiellement, ils disparaissent complètement. Et là, il y a un cas de cadre conceptuel qui révèle quelque chose. Je trouvais que c'était un cas intéressant. Alors, ces collectifs de salariés engagés pour le climat, donc vraiment, comment ça émerge en France? Comment est-ce que ça commence à se constituer, cet objet un peu, il n'est pas standardisé, mais qu'on peut étiqueter de la même manière en disant bah, ça, c'est un collectif de salariés engagés pour le climat? C'est vrai que je dirais que le moment clé, en tout cas que moi j'ai identifié, c'est vraiment la publication de la tribune dans les Échos en 2021. C'est le moment où les collectifs se font vraiment connaître un petit peu au grand public, mais le mouvement, lui, il a émergé avant ces dernières années, progressivement. Après, c'est vrai que les périodes du confinement ont pu amener des personnes, des salariés dans l'entreprise voilà, à affiner leur sensibilité environnementale et à rejoindre des collectifs. Mais je dirais que c'est un mouvement qui a vraiment émergé ces dernières années, même si le fait d'avoir des salariés engagés, c'est quelque chose qui existait auparavant, mais simplement peut-être pour des enjeux plus sociaux. Mais je dirais que le mouvement des collectifs est quand même le reflet d'un phénomène de société, une sensibilité à l'environnement qui est plus présente maintenant dans la société. Stéphane, si tu veux compléter aussi. Parce que ce que je trouve intéressant avec le phénomène dit les collectifs ou l'association Les Collectifs, qui est un peu un des porte-drapeaux de ces mobilisations, ça n'est pas le seul, hein. Il y a le réseau FEV qui existe, il y a d'autres manifestations. Dans la fonction publique, on a le LIER, mais qui est positionné de façon un petit peu différente, où il y a fonction publique pour une transition écologique. Donc, il y a une espèce
de formats comme ça, de construction de collectifs, interorganisation, qui est soit sectoriel, qui est soit plus transverse, et qui a globalement les mêmes objectifs. C'est amener celles et ceux qui ont envie de contribuer à la transformation en faisant du plaidoyer, mais aussi en agissant concrètement au sein de leurs organisations. Et ça, alors je ne saurais pas dire si c'est un phénomène complètement innovant dans sa forme. Sur les thématiques environnementales, c'est sans doute un peu plus nouveau, comme tu l'as dit, Christelle. Après, il faut voir que ça a un lien aussi avec une certaine population au sein des organisations. Ça n'est pas tous les salariés qui se reconnaissent, enfin en tout cas qui s'inscrivent dans ces mouvements. Dans ce que l'on a produit comme étude, on a plutôt rencontré des salariés qui étaient bien formés, avec souvent Bac+4, Bac+5, avec une caractéristique surprenante, hein, c'est pour moitié quasiment des ingénieurs ou des diplômés d'écoles d'ingénieurs. C'est assez mixte, il n'y a pas nécessairement ici de genre dominant. Par contre, on a plutôt des gens jeunes qui ont en moyenne d'âge autour de 35 ans et qui donc montrent qu'il y a quand même sans doute un effet aussi lié peut-être pas à la génération, mais aussi à une certaine, à être né dans un certain contexte social où la présence des crises environnementales, dans les informations, dans les conséquences de ces crises environnementales aussi sur nos vies quotidiennes sont plus palpables. Et ce qui nous a à plusieurs reprises marqué, c'est que certains, à l'occasion du confinement, se sont retrouvés avec un peu plus de temps libre et ont profité de ce temps pour s'interroger sur le sens de leur travail et enfin, une sorte de sentiment de croissance d'un désalignement entre leurs valeurs personnelles et leur activité professionnelle. Le rôle aussi de certaines figures médiatiques, hein, Jean-Marc Jancovici notamment pour la population d'ingénieurs a été plusieurs fois mentionné. Donc il y a quelque chose, comme tu le disais Christelle, de présent dans notre société qui fait qu'à un moment donné, pour cette population-là, il y a une possibilité de passage à l'action sous cette forme d'action collective parce qu'on a envie, non seulement à titre individuel, d'être plus aligné avec ses valeurs, mais aussi de contribuer à une transformation de l'organisation et plus généralement de la société au travers de la transformation d'une certaine façon déjà de l'industrie dans laquelle on travaille, etc. Je ne sais pas si ça répond pleinement à ta question, Johan, mais voilà, c'est des pistes ou des éléments de compréhension peut-être un peu plus contextuels. Et alors, c'est intéressant que tu lis ça au confinement et une espèce de moment un peu où on a le temps de l'introspection et de regarder ce qu'on fait, de se demander si ça a du sens. Et est-ce qu'il y a un danger ou un risque professionnel alors, plutôt des gens qui sont assez diplômés, qui peuvent avoir un certain niveau dans l'entreprise, mais bon, on imagine que je faisais de la plaisanterie avant qu'on se connecte en disant, bon, s'ils devenaient délégués syndicaux, ça serait probablement un peu plus du suicide professionnel, mais de devenir celles ou ceux qui vont aller embêter les N+1, N+2, N+3 sur ces questions-là, est-ce que c'est vécu comme un peu un risque professionnel, une prise de risque, ou pas du tout ou est-ce que vous pensez que finalement c'est dans l'air du temps, donc ces collectifs, on les accueille, bon an, mal an, même s'ils dérangent un peu? Et c'est vrai que, alors je pense que ça dépend également des organisations et des contextes organisationnels, mais dans l'ensemble, comme le disait Stéphane, étant donné que la population des collectifs est assez homogène, hein, des jeunes cadres qui appartiennent quand même à l'élite managériale, ils sont sur des postures effectivement où ils vont essayer de ne pas froisser la direction. Ils vont essayer comme ils le disent, de ne pas se griller. Donc il y a toujours une part de risque effectivement s'ils en font trop, mais justement ils essayent plutôt d'être dans le dialogue et de maintenir dialogue et être dans le compromis. C'est vraiment la posture qu'ils adoptent. Après, ce qu'on a constaté aussi, c'est que là, sur les 28 collectifs qu'on avait étudiés, on a quand même 10 entreprises de conseil. Et pour certains des consultants qui appartiennent à ces collectifs, il y a également parfois un intérêt pour l'entreprise d'avoir des personnes dans les collectifs qui vont proposer peut-être des actions plus vertes pour verdir peut-être certaines prestations de conseil. Donc, l'entreprise peut y voir également un intérêt. Donc, voilà, il y a pas forcément une logique d'opposition frontale, même si quand même, on va dire que si les employés qui sont dans ces collectifs, pardon, vont trop loin, on pourrait quand même avoir le risque effectivement de se griller auprès de la hiérarchie. Ça rejoint une ligne de tension qui existe et qui est travaillée dans la littérature de façon plus classique sur ce qu'on appelle l'activisme interne. Alors le mot activisme en français, il est quand même très connoté en termes d'action directe,
alors que dans la littérature anglo-saxonne, c'est un peu plus nuancé ou en tout cas un peu plus soft comme terminologie. Mais on a des travaux très intéressants de Meyerson et Scully, par exemple, dans les années 90, sur l'expression tempered radicals, pour montrer qu'on a des radicaux tempérés, alors un oxymore, hein, dans l'organisation. Eux le font surtout autour d'activisme, mais pour des causes plutôt sociales, donc pour la promotion de l'égalité femmes-hommes, la cause des minorités comme LGBTQIA+, lutter contre les discriminations, etc. Mais il y a quand même quelques éléments d'activisme environnemental. Mais ce qui constitue un peu la spécificité de cette population, comme le disait Christelle, c'est qu'ils ont une sorte de capacité à dialoguer avec l'entreprise et à reformuler leurs revendications dans des catégories qui sont entendables par la hiérarchie, notamment parce qu'ils ont un capital culturel lié à leurs études, hein, qui leur permet de trouver, de parler avec les codes, hein, qui sont ceux de leur hiérarchie, et de savoir où s'arrêter. C'est-à-dire quand est-ce qu'on a une conversation qui est acceptable et quand est-ce qu'elle n'est plus acceptable compte tenu de ce que la direction peut ou accepte d'entendre, avec toute une des difficultés, c'est ce qu'on avait mentionné comme une des lignes de crête dans notre article, qui est de ne pas non plus se faire complètement coopter et de garder la capacité à être un aiguillon qui va quand même stimuler ou porter la contradiction ou amener du dissensus sans pour autant se positionner à être perçu comme trop radical, ce qui, comme tu le disais, Johan, pourrait avoir un effet négatif sur leur carrière. Avec une petite spécificité peut-être au niveau des sujets environnementaux, ça a été relevé par plusieurs des participants avec qui on a soumis les résultats de notre travail avant publication pour les faire réagir. Certains d'entre eux mentionnaient que oui, c'est vrai qu'à titre personnel, on n'a pas été nécessairement inquiété dans notre progression professionnelle. Parfois, ça a même ouvert des opportunités. Par exemple, être promu à un poste en tout cas travailler au sein de la direction de la responsabilité sociétale de l'organisation. Ça a même créé potentiellement des chemins de carrière dans l'entreprise, mais peut-être aussi parce que les organisations sont à un moment où elles ont besoin de salariés qui ont des compétences ou tout du moins une sorte d'expertise ou de savoir sur les questions environnementales qui sont quand même éminemment complexes, en lien avec la connaissance fine du métier et du cœur de métier, qui est aussi complexe, et d'être aidés ou d'être soutenus par ces ressources dans leur entreprise de transformation. Pour certaines, elles ont des plans de neutralité carbone à l'horizon 2050, se sont associées à des initiatives avec vraiment des objectifs scientifiques de réduction. Enfin bref, certaines sont en tout cas sur des trajectoires qui peuvent être considérées comme un peu plus ambitieuses, et elles ont besoin que les salariés participent à ce mouvement de transformation. Et donc c'est plutôt vu quelque part pour certaines entreprises comme un atout d'avoir ces salariés qui connaissent bien les enjeux environnementaux, mais qui connaissent bien aussi l'entreprise de l'intérieur. Et donc on n'est pas dans l'activiste qui va gêner et qu'on va essayer de censurer, ou comme l'a fait Amazon par exemple après un mouvement Amazon Climate Employee for Justice ou Employee for Climate Justice, je crois, où il y a plusieurs leaders de ce mouvement qui se sont fait licencier a priori, en tout cas le disent-elles, du fait de leurs convictions environnementales. En France, on n'est pas tout à fait d'une part dans la même réglementation du travail, mais aussi peut-être dans un contexte où ils bénéficient de cette opportunité de remplir un besoin quelque part de l'organisation, d'avoir ces compétences-là. Donc la capacité à atténuer ses ambitions de transformation radicale et en même temps d'avoir une organisation qui elle-même a besoin de salariés qui s'engagent dans ces logiques de transformation, dont on peut discuter justement l'ambition, hein, fait que un certain nombre de salariés peuvent bénéficier de façon même plutôt positive d'effets sur leur carrière, plutôt que d'effets négatifs. En tout cas, dans ce qu'on a observé à ce jour. Il faudra suivre, voir comment ça évolue, puisque quand on voit l'offensive réactionnaire dans certains pays et dans certaines soi-disant démocraties occidentales, on peut se demander si le contexte sera toujours favorable pour l'expression de voix dissidentes. Et juste pour illustrer également, effectivement, le fait qu'il reste dans le compromis, à titre d'exemple, on peut prendre l'exemple du collectif d'entreprise Airbus qui ne va surtout pas aller lancer un débat sur l'avion, par exemple. Ça fait partie des choses qu'ils ne discuteront pas. Donc, voilà. Et c'est là où je trouvais que le titre de l'article, hein, donc Marcher sur des lignes de crête, évoquait bien cette difficulté-là. Parce qu'on dans le séminaire, on a rencontré il y a 2 semaines ou 3 semaines Clément Sénéchal, qui serait plutôt partisan d'une certaine radicalité dans la proposition écologiste. Et donc, de se rendre compte que de marcher sur des lignes de crête, c'est-à-dire d'arriver à pas être complètement récupéré sans proposer rien,
d'ambitieux et en même temps ne pas tomber dans une radicalité qui ferait qu'on deviendrait inaudible. C'est pas un exercice facile. Alors, ça ne veut pas dire que c'est la bonne solution, mais qu'il ne faudrait pas caricaturer ces collectifs-là comme ayant un chemin stratégique très, très simple. Mais il y a quand même, alors à plusieurs moments, là, je vous cite, mais est-ce qu'on pourrait, alors je me positionne d'un côté un peu sceptique, mais est-ce qu'ils sont limités à l'obtention de ce que vous appelez des petites victoires dans, et ce que vous appelez à nouveau un registre compatible avec le statu quo, ou est-ce qu'ils peuvent vraiment agir sur la stratégie? Est-ce qu'on est dans la petite victoire qui ne perturbe pas le tout, c'est-à-dire en gros, pour reprendre ce que tu disais, Christelle, on verdit Airbus, mais on ne parle pas de la question de l'aviation civile avec un degré, ou est-ce de la stratégie, ou en tout cas, pas forcément tout le temps, mais est-ce que vous avez vu des moments où le coup, il porte quand même plus loin que juste la petite victoire? Alors oui, effectivement, on a quand même, parmi les collectifs étudiés, on a des collectifs qui sont parvenus quand même à influencer la stratégie de l'entreprise. De mémoire, Stéphane, il me semble que ça portait sur des cabinets de conseil également qui ont pu quand même faire évoluer le type d'offre de service qui était proposé aux clients. Donc là, ça concerne plus le cœur de métier, mais pour d'autres entreprises, c'est plus difficile. C'est vrai qu'on constate principalement des petites actions qui portent essentiellement sur des actions au niveau individuel de sensibilisation ou sur des actions au niveau des processus de l'organisation, tels que la réduction des déchets, la mobilité. On a moins d'actions stratégiques. Est-ce que ça veut dire qu'ils ne peuvent pas y arriver? C'est plus difficile du fait de ce qu'on a évoqué précédemment. Et on a peut-être également un effet temps qui joue, c'est-à-dire que, comme on le disait précédemment, là, ce phénomène des collectifs est somme toute assez récent, de quelques années, et donc on manque peut-être de recul pour voir finalement plus de collectifs qui arriveraient à impacter la stratégie de leur entreprise. Peut-être que ces petites victoires-là, dans le temps, si on les accumule les unes après les autres, elles pourraient arriver à mener finalement à des actions de plus grande ampleur qui pourraient toucher la stratégie de l'entreprise. Donc il y a peut-être un effet temps qui joue, et le fait également, je pense qu'il y a, voilà, dans ma perspective, il y a trois effets. Il y a l'effet temps, le fait également que ça soit effectivement plus compliqué, et en fonction du cœur de métier de l'entreprise, bah, ça va être plus compliqué effectivement de pouvoir toucher la stratégie. On citait Airbus, là c'est plus délicat. Dans le cas des entreprises de conseil, le passage est plus facile. Et comme tu l'auras bien remarqué, Johan, on n'a pas nécessairement mobilisé le cadre de la stratégie as practice dans dans le papier que l'on avait proposé, parce que justement, une de nos peut-être un peu de déception, c'était que cette conversation stratégique, elle n'était pas nécessairement conduite de façon aussi claire que ce que les collectifs, en tout cas, ambitionnent de faire. Donc il y a clairement un décalage entre leur ambition de transformation et la réalité des actions qu'ils mettent en œuvre. Donc là, on n'a pas beaucoup d'exemples à donner. Alors on a effectivement, comme l'a dit Christelle, un certain nombre de facteurs qui nous laissent à penser que c'est peut-être trop tôt. Après, on reste aussi relativement prudent dans le sens où dans les facteurs qui œuvrent sur les choix stratégiques des organisations, la voix de la partie prenante particulière que seraient ces activistes salariés, elle n'est pas nécessairement très fortement prise en compte aujourd'hui, surtout dans le contexte des entreprises dans lesquelles on a eu la chance de rencontrer ces acteurs, à savoir plutôt des grandes entreprises, donc plutôt multinationales, un certain nombre cotés au CAC 40, etc., qui répondent à des logiques et à des gouvernances dans lesquelles ces questions-là, elles ne sont pas nécessairement très présentes aujourd'hui. Donc il y a un travail pour les activistes qu'on a rencontrés de transformation culturelle de l'organisation qui prend du temps. Et qui est lié aussi au fait que pour eux, c'est difficile de mener une action collective dans le temps. Je pense qu'il ne faut pas négliger ce facteur aussi. On a quand même des personnes qui font ça en plus de leur travail. C'est-à-dire qu'ils ont décidé, sans qu'on leur demande, d'agir pour les questions environnementales au sein de leur entreprise avec des collègues. Donc ils font ça quand? Ils font ça en plus de leur boulot normal. Donc ils s'ajoutent du boulot en plus, ils font des déjeuners, ils bossent le soir, ils bossent le week-end. Et ils sont soumis à tout un tas d'impératifs personnels et professionnels qui font que parfois ils ont tout simplement moins de disponibilité. Il y a la vie de l'entreprise qui fait que parfois ils changent d'entreprise, ils partent ailleurs, etc. Et donc on a aussi une difficulté à construire une action collective dans la durée du fait de cette difficulté à avoir un projet porté collectivement avec le même niveau d'intensité dans le temps.
Donc c'est ce qui explique peut-être aussi la fragilité d'une certaine façon de cette voie de transformation. Après, ça soulève des questions plus fondamentales, hein. Je pense que c'est à ça que tu faisais référence aussi, Johan, sur est-ce qu'on peut changer le système de l'intérieur ou est-ce que c'est gentil, mais c'est du bricolage dans l'incurable. Et donc, à un moment donné, si on veut envisager une transformation sérieuse, ça doit aussi se passer à l'extérieur. Et là, on peut retrouver des personnes qui sont on n'en a pas rencontré beaucoup parce que malheureusement, je pense que c'est une question de biais liée au profil des personnes qu'on a interrogées, hein, qui sont plutôt des radicaux tempérés. Mais c'est vrai que dans l'échantillon des personnes qu'on a rencontrées, on n'a pas celles et ceux qui pensent qu'on ne peut pas changer le système de l'intérieur et qui décident de partir pour faire du maraîchage ou d'autres, hein, ou d'autres activités. Mais on a quelques personnes qui sont quand même frustrées de la faiblesse des transformations qu'ils sont en capacité d'engager dans l'organisation et qui vont, quand on suit leur trajectoire sur plusieurs années, changer d'entreprise pour occuper des postes avec potentiellement un potentiel de transformation plus important, par exemple en intégrant la direction de la responsabilité sociétale de l'organisation, voire en allant faire du conseil en transformation organisationnelle, mais plutôt en allant chercher des postes dans des boîtes comme Carbon Connect, etc., donc des cabinets de conseil qui sont quand même avisés vraiment plutôt écologiques, voire carrément créer leur propre activité économique avec une idée d'impact local sur le territoire et d'engagement dans tout un tas d'autres collectifs. Donc, on a aussi, dans cette population qu'on a rencontrée, des personnes qui pressentent qu'il y a des limites à cette action. Et certains vont faire le choix, pour rejoindre aussi ce que tu disais tout à l'heure, Johan, de commuer ça en expérience de représentants du personnel au sein du CSE, dans le cadre d'une organisation syndicale comme Printemps écologique. On a comme ça des salariés qui, face à une incapacité d'enclencher des actions avec la voie de l'activisme telle qu'ils l'ont choisi en collectif, choisissent un autre véhicule qui a une existence organisationnelle, des moyens, des discussions obligatoires avec la direction sur des projets stratégiques. Et en fait, les initiatives sur ce niveau afin de continuer quelque part la promotion de leurs idées, mais cette fois avec un confort d'ancrage institutionnel, mais et aussi d'engagement personnel plus marqué, quoi, sous la forme cette fois d'une étiquette syndicale. Donc c'est upfront, là, dans une autre logique de dialogue social en tout cas. Et tu disais effectivement, Stéphane, qu'on n'avait pas forcément dans les personnes qu'on avait interrogées le cas des personnes qui, insatisfaites, partaient finalement de l'entreprise. On a également le cas des personnes qui se satisfont des petites actions réalisées en entreprise parce qu'à côté de ça, en fait, elles sont déjà engagées dans des associations écologiques avec des mouvements peut-être un peu plus radicaux d'action, avec un activisme plus conséquent en dehors de l'entreprise et donc qui n'ont pas forcément le besoin qui quittent pas forcément du coup le collectif parce qu'elles ont cet engagement à côté, en fait, en plus du collectif, quoi. Et il y a un point que vous abordez plutôt vers la fin de l'article qui est particulièrement intéressant, qui est, pour reformuler sur, en gros, l'éternel débat réforme ou révolution, c'est est-ce que le fait qu'il y ait des collectifs de salariés engagés pour le climat, ça renforce pas une vision instrumentale de la RSE, c'est-à-dire je fais de la RSE en tant qu'entreprise pour satisfaire les parties prenantes. Donc là, j'ai juste une nouvelle partie prenante. Je vais chercher à la satisfaire, mais finalement, je ne change pas fondamentalement l'entreprise, sa stratégie, sa gouvernance. J'ai juste une nouvelle partie prenante qui a des moyens d'action, donc que je suis obligé d'un peu de confronter ou d'écouter, donc quelque chose de relation purement instrumentale, ou est-ce qu'il y aurait une manière de penser ça comme un cheval de Troie petit à petit, ou est-ce que vous abordez cette inquiétude de est-ce que c'est pas juste un renforcement de l'approche instrumentale RSE? Comment est-ce que vous le voyez, au point où vous en êtes? Et puis, juste pour dire un mot, parce que vous l'avez dit en langage universitaire, donc les étudiants, quand ils disent il faudrait retourner voir, il faudrait regarder sur le temps, le clin d'œil, c'est qu'il faudrait faire des mémoires là-dessus, éventuellement des thèses pour prolonger le travail. Donc, voilà. Mais sur cette question de l'approche instrumentale de la RSE, est-ce que vous pensez que finalement ça améliore les choses, mais dans cette conception-là de la RSE, ou est-ce qu'il peut y avoir un peu de cheval de Troie avec ces collectifs? Mais c'est vrai que, comme on l'évoquait précédemment, eu égard au profil des membres des collectifs, hein, ce sont comme on le disait, hein, des jeunes qui sont issus d'écoles de commerce ou d'ingénieurs prestigieuses qui appartiennent quand même au milieu de la ligne managériale. Donc, ils n'ont
pas d'intérêt direct à remettre en question le système puisqu'ils appartiennent au système, ils en bénéficient. C'est vrai que ce premier point tendrait à faire penser qu'il n'y a pas de remise en question du système et qu'il renforce une logique déjà existante. D'après moi, hein, en tout cas ce qu'on a pu voir dans les données, je pense qu'il pourrait effectivement, ça pourrait servir de cheval de Troie, peut-être dans la durée, c'est ce que j'évoquais précédemment, c'est-à-dire le fait de regarder si dans le temps les petites actions apparemment pas très significatives arrivent à quand même faire un effet boule de neige plus conséquent. Et effectivement aussi dans le temps, est-ce que le fait d'arriver à structurer les relations avec la direction, avec au sein du collectif, avec les salariés, avec d'autres directions également au sein de l'entreprise, est-ce que ça parvient voilà, petit à petit à toucher les processus plus stratégiques? Peut-être que ça pourrait être le cas, mais là je pense qu'il faudrait effectivement qu'on le voit un peu plus dans le temps, parce que pour le moment, Stéphane, on n'a quand même pas forcément voilà, la logique de cheval de Troie, on la voit pas trop là à l'instant T, en tout cas. Non, c'est après la métaphore du cheval de Troie en elle-même. Bon, dans l'Iliade, de mémoire, c'est quand même tromper l'ennemi pour envahir une cité et la piller. Bon, c'est là, la capacité des activistes à tromper leur interlocuteur sur leurs véritables ambitions dans un contexte professionnel, évidemment, elle se mesure quand même de façon un peu plus subtile. Je pense que c'est tout l'enjeu de l'aiguillon, de continuer à être un aiguillon en étant accepté, mais en essayant quand même de faire avancer les choses et toute la difficulté qu'ils ont à trouver des interlocuteurs qui, assez haut placés, les soutiennent et leur permettent de pousser les sujets finalement dans les instances de décision. Et à ce titre, en fait, il y a il faut regarder plus précisément. Donc, tu parlais de mémoire, je pense que c'est des sujets sur lesquels on peut continuer à travailler. Il y a Arthur Pénirin-Gauthier de l'ESCP notamment qui travaille là-dessus, sur les relations entre les collectifs et la RSE, justement. Et on a des relations qui peuvent être assez complexes. Les responsables de la RSE peuvent avoir l'impression qu'on a des concurrents qui viennent marcher sur leur plate-bande ou qui viennent critiquer leurs propres initiatives. Donc la construction d'une relation avec les interlocuteurs du service RSE n'est pas toujours complètement évidente au début. Il y a souvent une phase de rapprochement où ils vont essayer de se rencontrer, de se comprendre et voir quel type d'alliance ils peuvent former dans le sens où la RSE a besoin d'eux pour être des relais sur le terrain dans la mise en œuvre de certaines initiatives, hein, de façon un peu instrumentale, mais aussi comment est-ce que le responsable RSE, qui lui siège dans certaines instances, peut porter quelque part la voix du collectif ou pousser certains sujets avec lesquels il peut être lui-même parfaitement aligné en tant que responsable RSE et se sentir en décalage entre ce que l'organisation lui demande et ce qu'il aimerait vraiment mettre en place. Donc ça, c'est un sujet qui, me semble-t-il, est assez complexe quand on le regarde au niveau individuel, qui porte les initiatives RSE et à titre personnel, comment est-ce que les responsables RSE se sentent ou non en décalage par rapport à la mission qui leur a été confiée. Après, si on veut quand même répondre un peu à la question, les choses penchent plutôt vers une RSE instrumentale que vers la transformation du cœur de métier aujourd'hui dans les actions qu'on a observées. Hein, c'est bien ce que je dis. L'ambition des collectifs est plutôt de transformer l'entreprise de l'intérieur sur le cœur de métier, mais les actions montrent qu'on est plutôt sur des actions périphériques que sur le cœur de métier aujourd'hui. Ce qui n'enlève pas, je dirais, il y a quand même un statut malgré tout ce sont des personnes relativement admirables, puisque le temps et l'énergie qu'elles donnent à cette cause sans aucune compensation, et faut être clair, hein, sauf parfois accéder, mais de façon complètement incidente, à des propositions d'évolution de carrière, mais juste parce qu'ils ont été identifiés comme sachant sur le sujet, hein, mais ce n'est pas du tout la motivation qui les porte. Hein. Ils contribuent quand même à réaliser des choses dans l'entreprise qui vont dans le bon sens. Après, c'est vrai que l'ampleur entre l'ambition et ce qu'ils réalisent est tout à fait flagrante. Une réaction là-dessus, mais j'ai des problèmes de Wi-Fi, donc je vais changer de réseau Wi-Fi. Je vais peut-être être déconnecté pendant 5 secondes, mais comme ça, vous serez plus coupé. Et après, j'ai une réaction là-dessus.
Nous revoilà. Désolé pour le bug. Oui, la réaction, et puis après, je laisserai aux étudiants et étudiantes le soin de réagir. C'est que euh, le fait de rentrer dans une logique de petites victoires qui ne remettent pas en cause le statu quo empêche pas de faire changer des choses. Donc, il y a une forme d'image un peu héroïque potentiellement, de la radicalité, je veux tout et sinon c'est rien, etc. Alors, on peut avoir une discussion stratégique sur la portée des différentes approches. Mais il ne faut pas nier le fait que les petites victoires, en respectant le statu quo et la RSE instrumentale, ça amène des salariés à réussir à diminuer l'empreinte carbone, à mettre en place de l'économie d'eau, à mettre en place de la diminution de consommation des ressources. Donc ça peut avoir l'air moins flamboyant du point de vue de l'héroïsme militant, mais ça obtient des choses. Alors, est-ce que ça obtient assez? Est-ce que ce sera jamais assez ou pas, etc. Après, c'est une discussion, c'est une vraie discussion stratégique. Mais il ne faudrait pas donner l'impression que parce que ce sont des radicaux tempérés ou des radicaux modérés, bah, à ce moment-là, c'est caduc, c'est pas, ça joue le jeu du système, etc. Ça serait trop facile de les condamner. C'est les gens qui arrivent à obtenir des choses. Alors après, on peut trouver que c'est pas assez et pas assez rapide. On peut avoir un débat là-dessus, mais on ne peut pas dire que sous prétexte que ça prêche pas la révolution, ça rime à rien. Mais on a aussi rencontré dans le séminaire des auteurs qui disent si on ne fait pas la révolution, ça rime à rien. Donc après, à chacun de faire cet arbitrage là et d'écouter et l'étude sur ces salariés-là et ce que nous disait Clément Sénéchal il y a 3 semaines, et après de mettre ça en balance. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est que c'est pas parce que c'est des radicaux tempérés ou modérés qu'il faudrait les dénigrer ou limiter ce qu'ils arrivent à obtenir, parce qu'ils arrivent à obtenir des choses. Donc on écoute les gens qui arrivent à obtenir des choses. Après, on peut se faire une idée. Est-ce qu'il y a des questions, réactions? Alors, il faut juste vous approcher, parce que du coup, j'ai dû passer le micro sur mon ordinateur, donc il faut que vous veniez un peu proche. Je ne sais pas si c'est suffisamment proche ici. Non, moi j'avais deux réactions et deux réflexions par rapport à ça. Alors, c'est des choses que vous avez déjà un petit peu évoquées dans votre intervention. Donc moi je suis étudiant du Terra Institute, donc je suis en train de me former pour devenir responsable RSE et je travaille déjà en alternance. Et nous, un des grands questionnements qu'on a, c'est qu'il y a eu une dynamique assez positive post-Covid sur les questions environnementales et sociales. Et par contre, depuis les dernières élections européennes, l'élection de Trump, etc., il y a un gros retour en arrière, un gros backlash qui fait que non seulement il y a moins de financement sur ces questions-là dans les entreprises, mais aussi qu'il y a un petit côté laisser tomber. Et comme là, on parle vraiment de lignes de crête qui sont assez fragiles, est-ce qu'il n'y a pas le risque pour ce type de collectif de très facilement, avec une démobilisation de leurs interlocuteurs au niveau de la direction, de complètement avoir une démobilisation massive? Voilà, donc ça c'était ma première réaction. Et la deuxième, c'était par rapport à ce qu'on a discuté plus tôt sur la fin, concernant les petites victoires. Alors j'avais lu une réflexion sur les actions individuelles et spécifiques, et le fait que parfois, donc au niveau politique publique en tout cas, il va y avoir un encouragement de la mise en place d'actions individuelles et de la responsabilisation de l'individu pour ne pas mettre en place des actions qui sont plus globales ou systémiques. Et est-ce que parfois ces collectifs ne seraient pas un peu les idiots utiles de l'entreprise, où en faisant des petites choses sympas, on les laisse faire leurs petits trucs, ça pousse les entreprises à peut-être moins ensuite s'intéresser de façon structurelle à ces problématiques? Voilà. Merci pour vos questions qui sont effectivement très intéressantes. Alors, pour la première, c'est vrai que je pense qu'on peut peut-être, en lien avec ces lignes de crête et le contexte plus général actuel, voir avec effectivement possiblement une perte de pouvoir d'influence de ces collectifs au sein des entreprises. Peut-être qu'ils seront moins audibles dans certaines entreprises. C'est quelque chose qu'on pourrait peut-être observer, mais là, en tout cas, il faudrait les réinterroger, on va dire, plus récemment ou là dans les années à venir pour voir un petit peu comment ça évolue, ces tensions, ces enjeux dans le maintien des lignes de crête. Est-ce qu'ils parviennent encore à maintenir les équilibres, ou est-ce que du fait d'un contexte défavorable dans certaines entreprises, on a vraiment une impossibilité de maintenir comme ça les lignes de crête de manière optimale?
Et puis, sur votre deuxième question, et là j'ai un trou de mémoire sur la deuxième question, excusez-moi. Stéphane, la deuxième question, C'est c'était les sur... idiots utiles. Oui, sur les idiots utiles, effectivement, je pense qu'on peut... Ouais, c'est une bonne question. C'est vrai que je perçois tout l'impact bénéfique des collectifs sur les actions de sensibilisation au niveau individuel, le fait de faire évoluer les mentalités des salariés au sein des entreprises. Donc moi, c'est vrai que j'ai tendance plutôt à le voir sous l'aspect positif, mais on pourrait les considérer comme étant instrumentalisés et effectivement le voir sous cet autre aspect plutôt négatif de ça nous arrange bien parce que ça évite de remettre en question de manière plus générale les problèmes plus structurels de l'organisation. Donc là, je pense encore qu'il faudrait regarder au cas par cas en fonction des entreprises si effectivement ils sont instrumentalisés ou si on est dans une logique plutôt positive dans la manière dont leurs actions sont déployées et menées, quoi. Stéphane, je ne sais pas si tu veux compléter. Si. Alors, ce que je trouve tout à fait juste, c'est de pointer le fait que le contexte est en train de changer et que les conditions qui ont présidé à l'émergence et au développement de ces collectifs ces dernières années ne seront plus les mêmes, du fait notamment d'une part de détricotage réglementaire, voire d'une espèce d'incitation plus lâche, mais généralisée à l'inaction, voire à des actions qui sont complètement contraires aux objectifs qu'on devrait se fixer collectivement. Néanmoins, je cite juste au passage la découverte récente d'un article qui a été publié dans une revue plutôt de sociologie, où finalement des chercheurs s'intéressent à la réaction de salariés dans des écoles, notamment, donc plutôt dans le système éducatif, enseignement aux États-Unis, sur la suppression de tous les programmes diversité, inclusion, etc. Et eux vivent finalement le fait de continuer à enseigner ces thématiques comme un acte de résistance. Donc on n'a pas forcément des personnes qui vont se coucher et dire ah bah on peut plus, bah tant pis, on va faire autre chose, mais qui vont, compte tenu du contexte, décider de continuer à le faire avec un engagement politique personnel peut-être un peu plus marqué. Et alors moi ça fait, je vais parler pour le coup de quelque chose de plus personnel que lié à ce qu'est nos données empiriques, mais je fais un parallèle, donc là c'est moi qui fais le parallèle entre des travaux que j'ai lus sur ce que les historiens racontent sur ce qui se passe en France en 1940, où alors que la résistance à l'envahisseur nazi n'est pas encore structurée, on a un certain nombre de personnes qui n'ont absolument aucun intérêt à commettre des actes de résistance, mais qui vont quand même le faire parce qu'ils sont dans une situation où ils se disent je ne peux pas ne rien faire. Et la plupart des salariés qu'on a rencontrés sont un peu dans le même état. C'est-à-dire, je sais que je n'ai pas forcément un pouvoir d'influence très grand, mais je ne peux pas ne rien faire. C'est-à-dire, moralement, je ne peux pas, à titre personnel, ne pas faire quelque chose, même si c'est un petit truc, il faut quand même qu'on le fasse et qu'on l'accomplisse, et si possible collectivement, pour avoir plus de force. Alors, j'arrête tout de suite le parallèle, mais il y a cette idée de, individuellement, moralement, se dire, ce n'est pas possible de ne pas faire quelque chose compte tenu du contexte. Et si le contexte se durcit, si les forces en présence sont, ou les vents contraires sont plus forts et plus violents, je ne suis pas sûr que ça mène à un affadissement de ce mouvement, mais peut-être à d'autres formes de mobilisation, parce qu'il y a cet impératif moral à rester debout et à agir pour des causes qui nous sont chères. Quant à ce qui est de la deuxième question, alors c'est vrai que si on les appelait les idiots utiles, nos répondants, ils ne seraient pas très contents. Et à titre personnel, hein, là aussi, la recherche qu'on a menée auprès de ces salariés, ça a été une des recherches les plus agréables à faire, puisqu'on a rencontré des profils de gens qui étaient assez fascinants du point de vue de leur engagement personnel, de leur exigence morale, de leur disponibilité, de leur implication, parce que c'est extrêmement compliqué de faire changer l'organisation de l'intérieur, même quand on n'est pas, comment dirais-je, en capacité de produire des gros changements. Les petits changements qu'on obtient, c'est déjà extrêmement difficile à arracher. Surtout quand on le fait sans mandat officiel et en plus de son travail quotidien. Donc il faut vraiment construire des relations avec plein d'acteurs dans l'organisation, les convaincre, les sensibiliser. Enfin, imaginez, je vais aller voir le responsable de la direction des systèmes d'information pour lui dire maintenant on arrête d'acheter du neuf et on passe au reconditionné. Donc c'est ce type d'action qu'ils essayent de mettre en place. Alors oui, c'est pas beaucoup, mais la direction des systèmes d'information ne l'aurait peut-être pas fait si elle n'avait pas eu cette discussion, si elle n'avait pas été embêtée, si elle avait eu pas plein de réunions pour se dire ah oui quand même c'est vrai que peut-être on pourrait faire un peu différemment parce que bon donc c'est déjà extrêmement difficile et donc c'est certes
des mouvements qui sont compatibles avec le statu quo, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. L'ambition de transformation, elle est forte, mais la réalité, elle est faible. Mais c'est déjà des choses qui sont arrachées à un système qui déjà ne les donnait pas naturellement. Et ensuite, quelque part, ils plantent des graines. C'est pour ça qu'on parlait de l'idée du temps long avec Christelle. Mais il y a une transformation culturelle à laquelle ils participent. Et quand on a, par exemple, dans un cabinet de conseil, des activistes internes qui vont aller discuter avec la direction en disant il faut qu'on arrête de travailler avec Total, il faut qu'on arrête de travailler avec les géants du secteur de la pétrochimie. Ce type de discussion-là ne donne pas lieu immédiatement à une nouvelle politique de l'entreprise, mais amène quand même une sorte de conscience des dirigeants sur oui, alors bon, faut peut-être qu'on fasse attention avec qui on travaille ou comment on affiche les choses. Enfin, ça crée, en tout cas, ça décale, ça décadre un peu la manière dont les décisions sont prises parce qu'on introduit de nouvelles préoccupations. Donc, on fait exister quelque part des points de vue ou des voix dissonantes. Ça n'est pas suivi de transformation immédiate, mais ça fait quand même progresser la réflexion collectivement. Alors, je ne veux pas faire l'avocat en disant c'est exactement ce qu'il faut faire pour changer le système, hein. Ce n'est pas du tout le sens de mon propos. C'est juste pour signaler que, comme le disait Johan tout à l'heure, on ne va pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il faut être un peu nuancé. Et il y a tout un tas d'aspects invisibles liés notamment au travail de transformation culturelle porté par ces activistes. C'est très difficile à mesurer et à visualiser concrètement, hein, parce qu'il y a peu de traces objectives de ça. Mais il y a un certain nombre de témoignages qu'on a recueillis qui montrent que ça fait quand même bouger le débat, ça fait bouger les représentations. Et donc, c'est sans doute encore une fois ni assez ni suffisant, mais ça a le mérite de créer des discussions qui autrement n'auraient sans doute pas lieu. Et parfois, et on a un seul exemple de ça, ça amène des transformations un peu plus fortes, avec notamment un cabinet de conseil en système d'information qui, lui, s'est repositionné vraiment complètement sur le numérique responsable, a passé une certification Bicorp et a même créé une petite entité dans laquelle on a des salariés détachés de toute mission opérationnelle et de chiffres à générer, qui travaillent à la création du business pour les 10 prochaines années, en étant sur des propositions complètement radicales vis-à-vis de l'intelligence artificielle, vis-à-vis des usages des terminaux numériques, etc. Et donc là, on a carrément un positionnement d'entreprise qui a basculé, qui est le fait des dirigeants qui étaient sensibilisés, mais qui a été accéléré par la mobilisation et le soutien interne du collectif dans cette entreprise sur plusieurs années. Je voulais juste rebondir, Stéphane, sur un point que tu mentionnais, sur le fait que le phénomène, malgré un contexte qui va être plus difficile, en tout cas actuellement, puis peut-être dans les années à venir, n'allait pas on va dire, diminuer. Je pense qu'il faut différencier quand même dans les membres des collectifs le noyau dur de la périphérie, c'est-à-dire que, comme on l'avait vu dans nos données, on a un noyau dur quand même de personnes qu'on pourrait qualifier d'activistes qui sont très engagés et qui, comme tu le disais, ne peuvent pas ne rien faire, et quand même je dirais une périphérie d'autres membres du collectif qui ont un engagement quand même plus mou. Et donc, peut-être, hein, mais ça c'est à voir, peut-être qu'on constatera un effilochement, en tout cas, des membres du collectif qui sont plus à la périphérie du collectif. Et par contre, comme tu le disais, effectivement, un maintien du noyau dur qui sont les vrais activistes, quoi. Avant de voir s'il y a encore une autre question, mais par rapport à ce que tu disais, Stéphane, qui à mon avis important, c'est moi, je ne suis pas contre jeter le bébé avec l'eau du bain, je dis juste que ça mérite examen et réflexion. Et après, on peut complètement considérer que c'est une impasse stratégique, ce mouvement. Mais qu'on ne peut pas, juste parce que la radicalité est plus chic et a l'air plus héroïque, ne pas regarder les radicaux tempérés. Il faut aller voir, ça mérite. Mais je ne suis pas contre jeter le bébé avec l'eau du bain après examen minutieux. Mais par rapport à ce que tu disais sur... Et ça fait écho à plein d'autres études. C'est-à-dire quand on ouvre des temps, des espaces et des collectifs dans lesquels les gens se mettent à vivre leurs valeurs, débattre de leurs valeurs, c'est dur de revenir en arrière. C'est des moments d'émergence du sujet moral, du sujet politique. Et même s'il y a un backlash après, même si l'entreprise ne met pas en place, les choses ont changé. On le voit par exemple dans le mouvement des Gilets jaunes. Il y a des gens qui sont allés passer des jours, des semaines, voire des mois sur ces ronds-points et qui avant ne se pensaient pas comme des gens avec des valeurs et avec une existence politique et qui, une fois que le mouvement des Gilets jaunes s'arrête, eux ne s'arrêtent pas parce qu'en fait, ça laisse une trace. Ils ont changé. Et je pense que pour certaines personnes, mais ça demanderait à être regardé, faire partie d'un collectif de salariés pour le climat
même si ce collectif aboutit pas à des réformes majeures, à obtenir énormément de choses, d'aller passer des déjeuners, des réunions, des soirées, des week-ends avec d'autres collègues à se dire mais qu'est-ce qu'il faudrait qu'on change, qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce que les autres y font. C'est des moments d'émergence de sujets moraux, politiques, écologiques, qui font que même si ça retombe à plat, il y a eu une transformation qui n'est pas anodine, et même s'il y a un backlash, et on le voit aux États-Unis avec le backlash sur les politiques RSE en particulier, diversité, équité et inclusion, il y a des gens pour qui c'est plus possible de revenir en arrière. Ça a fait un changement. Alors évidemment, les grandes entreprises, elles sont obligées de se plier officiellement, etc. Mais il y a plein de gens à l'intérieur qui n'auraient pas été en résistance nécessairement il y a 10 ans et qui sont en résistance plus ou moins radicale parce qu'ils ont eu un moment d'exercice de leurs valeurs, de pratique, de mise en pratique. Mais voilà, donc ce que tu disais, Stéphane, sur ces salariés-là, ça fait écho à tous les travaux en sociologie, en psychosociologie, qui étayent ça, quoi, que ce n'est pas des expériences neutres et anodines. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou réactions? On a encore un petit peu de temps. Ouais. Est-ce que vous pouvez juste vous rapprocher un petit peu? Je vais... Bonjour. En fait, moi, j'ai été stagiaire dans l'association de collectifs et j'ai été ravie de lire vos écrits. Et vous avez parlé de la concurrence avec le CRSE. Par rapport à ça, en fait, le 19 mars 2024, l'association des collectifs ont mis en ligne sur le YouTube Passeport collectif, qui est un MOOC de 22 épisodes où ils présentent aux personnes qui veulent mettre en place un collectif comment dérouler pour ne pas être en désaccord en fait avec la direction. Et la deuxième question, c'est je veux comprendre en fait le rapport entre les collectifs de salariés et l'anthropocène. Alors, merci beaucoup. Sur la première question, je ne sais pas si c'était vraiment une question, mais c'est vrai que on a, grâce à l'association Les Collectifs, un certain nombre de supports qui favorisent l'implantation et le développement de collectifs un peu partout dans les organisations, notamment privées. Et vous avez raison de signaler que ces ressources, elles sont extrêmement utiles. Et c'est là où on voit aussi que l'engagement, il ne se fait pas seulement dans son entreprise, mais par le biais de ce type d'association, il se fait au bénéfice finalement de toutes celles et de tous ceux qui, n'importe où, souhaiteraient suivre un peu le même type de trajectoire. Je ne sais pas si c'était vraiment une question pour le coup. Et sur la deuxième question, le lien entre les collectifs, les employés et l'anthropocène, alors c'est un peu compliqué parce que en soi, on peut répondre, nous, plus spécifiquement par rapport à la nature des relations qui sont entretenues entre les collectifs et les salariés. L'anthropocène étant défini comme une espèce de période spécifique, d'ailleurs qui est controversée, hein, parce qu'elle n'est pas reconnue officiellement comme période géologique. On peut lui préférer d'autres appellations, hein, comme le Capitalocène, par exemple. Enfin bref, il y a tout un tas de discussions sur la période qu'on est en train de vivre, mais qui néanmoins démontre l'influence essentiellement néfaste des activités humaines sur la destruction de la biodiversité, sur l'altération de tout un tas de cycles géochimiques, sur le dérèglement climatique. Enfin, c'est toutes les limites planétaires que vous connaissez sans doute. Mais ça, à la limite, nos membres de collectif, ils ont déjà fait ce constat, ils savent qu'il faut agir. Pour eux, l'entreprise, c'est clairement une partie du problème, mais il faut que ça devienne aussi une sorte de contribution à la solution aussi. Dans la relation avec les employés, je ne sais pas si ça va répondre à votre question, mais on a ici des difficultés, nous, avec la compréhension de comment les collectifs entretiennent des relations avec les salariés à deux niveaux. Le premier niveau, c'est que déjà les membres des collectifs, enfin les membres d'un collectif au sein d'une organisation, c'est des salariés de cette organisation-là.
Et souvent, comme on l'a signalé avec Christelle, c'est plutôt assez homogène. Donc, dans des grandes entreprises, on va retrouver surtout des gens au niveau du siège social, avec parfois un peu des relais dans des entités sur le territoire. Mais c'est plutôt des cadres et c'est plutôt des jeunes et c'est plutôt des salariés diplômés. Donc, ça pose la question de pourquoi est-ce qu'il y a une telle sous-représentation finalement d'un certain nombre de catégories, notamment d'ouvriers, employés, d'agents de maîtrise au sein des collectifs et pourquoi il y a cette prévalence de cadres. Donc, c'est la première chose. Ça ne veut pas nécessairement dire que les autres n'ont pas de conscience écologique, hein, mais ça veut peut-être dire que leur moyen d'accès à des modalités d'expression collective ne se fait pas de la même façon et que pour des cadres issus de grandes écoles, bah, c'est plus facile de dire moi j'ai le droit d'exprimer dans l'organisation et de contribuer aux discussions sur la stratégie, alors que ce n'est pas nécessairement quelque chose qui serait forcément spontanément évident pour d'autres catégories socioprofessionnelles. Et l'autre aspect, c'est la nature du travail, hein. Quand on est cadre dans un siège social, on a souvent davantage d'autonomie dans l'organisation de son travail, alors que quand on est ouvrier sur une ligne d'assemblage ou employé dans un centre d'appel, bon, la capacité à se libérer de son travail pour aller participer à des discussions collectives, elle est quand même pas du tout construite de la même façon. Il y a les conditions matérielles de l'engagement sont pas les mêmes ici. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est souvent comment les collectifs essayent de faire masse, parce que pour être reconnu en tant que partie prenante légitime au sein de l'organisation, il y a quand même un effet de course à la taille et d'essayer de numériser le nombre de personnes qui sont effectivement en soutien du collectif, avec des statuts du coup d'engagement, c'est ce que disait Christelle tout à l'heure, très différents, puisque tout le monde ne peut pas être membre très actif, mais disons qu'il y a une grande variété de sympathisants qui peuvent être favorables au mouvement, s'inscrire sur le média social ou le réseau social interne du collectif pour dire bah, j'en fais partie, je suis membre, signer une lettre ou une tribune interne à l'entreprise pour dire bah, moi je soutiens cette initiative. Et le but, c'est de montrer qu'on est nombreux. Et il y a une phrase dans la tribune des collectifs qu'on évoquait, qui a été publiée dans Les Échos en avril 2021, qui est qu'il suffit de 10% de salariés pour transformer l'entreprise ou la faire basculer. Alors, ce n'est pas du tout un chiffre scientifique. C'est pas établi sur la base d'études rigoureuses, ça vient plutôt du marketing viral d'ailleurs, et c'est plutôt des observations, et en fait, la variété est beaucoup plus forte que 10%, des fois c'est moins, des fois c'est plus, enfin bref. Mais il y a quand même cette idée que on n'est pas nombreux, mais que si on est tous ensemble, on peut arriver à quand même exercer un poids suffisant pour impulser des changements. Donc il faut qu'ils recrutent, quoi. Et qui recrutent au-delà des salariés qui sont immédiatement conscients des enjeux environnementaux. Et du coup, là se pose la question de comment on fait pour, dans la durée, aller chercher toutes celles et ceux qui, dans leur quotidien, sont assez éloignés de ces sujets et leur dire, bah non, un des objectifs et une des priorités qu'on doit avoir collectivement dans l'entreprise, c'est d'introduire ces enjeux, y compris dans tous les gestes métiers que l'on fait au quotidien. Ce qui est évidemment extrêmement difficile. Et donc la construction de cette relation, elle se fait souvent par le biais de dispositifs d'intermédiation comme des fresques du climat, des rencontres débats, des choses comme ça, pour essayer d'avoir un premier contact. Bon, souvent, on n'a que les plus intéressés qui viennent. Et donc l'enjeu, c'est d'élargir cette cible au-delà des plus éco-conscients ou éco-anxieux pour grandir en influence et aussi avoir peut-être un potentiel de transformation plus important. Mais c'est une vraie difficulté et c'est vraiment une des lignes de crête qu'on a identifiées, hein, c'est de s'ouvrir au-delà des jeunes cadres qui ont une sensibilité environnementale en fait. Donc je ne sais pas si ça répond vraiment à votre question par contre. Et je ne sais pas si Christelle, tu veux ajouter quelque chose. Non, c'est ce que tu as mentionné effectivement là sur le lien entre les collectifs et l'anthropocène, c'était le fait qu'ils ont, ils essaient vraiment d'avoir des actions de sensibilisation au niveau individuel et comme tu le mentionnais, le fait de développer des ateliers de sensibilisation, ateliers d'automne, fresques du climat, pour que voilà faire prendre conscience aux autres salariés de l'entreprise des conséquences des actions humaines sur la planète, quoi. Donc voilà, mais c'est ce que tu mentionnais précédemment. On a encore un peu de temps, ouais. Une question. Ça. Bonjour, déjà merci beaucoup de prendre le temps pour répondre à nos questions. Moi, c'était une question plus en matière d'extérieur. Est-ce que pendant vos entretiens ont émergé des idées où le sujet du rôle de l'État et d'acteurs ou de normes publiques dans la possibilité de justement être un levier de bascule avec le fait de pousser et d'inciter les gens justement à collaborer au sein des entreprises et à faire émerger de nouvelles idées, de nouvelles initiatives et de créer un peu un mouvement plus global au sein des entreprises, mais
en utilisant un levier externe. Je ne sais pas si c'est très clair. Alors, merci pour votre question. Alors, c'est vrai que les collectifs, on a le collectif à deux niveaux. On a le collectif dans l'entreprise et on a l'association Les Collectifs. Et c'est vrai que l'association Les Collectifs elle-même, on peut la considérer comme un levier externe à l'entreprise qui vient donner des ressources. On parlait du MOOC précédemment, ça vient nourrir les actions internes de chacun des collectifs dans les entreprises. Après, vous citiez des aspects plus étatiques. De mémoire, je n'en ai pas, mais Stéphane, je ne sais pas si tu as en mémoire des aspects plus étatiques ou qui viendraient structurer comme ça les actions des collectifs. Non, alors peut-être qu'il y a eu mention, mais c'est marginal, du fait qu'il faudrait un cadre législatif et réglementaire plus contraignant sur ces enjeux pour faciliter l'action. Mais ce n'est pas nécessairement au cœur des discussions qu'on a eues avec eux, c'est sans doute le reflet aussi de la nature des questions qu'on leur a posées. Hein. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, c'est peut-être juste qu'on n'a pas mené nos entretiens à la recherche particulière d'éléments sur ces aspects extra-organisationnels. Un point qu'on peut mentionner, c'est ce que tu disais, Christelle, c'est qu'un certain nombre d'entre eux sont engagés, et pas seulement dans leur entreprise, mais aussi en dehors de leur entreprise, dans d'autres associations, ou avec l'association Les Collectifs, ou d'autres types d'engagements en fait, citoyens. Et ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils vont agir sur leur entreprise aussi par ce biais-là, mais que ça montre quelque part la porosité des formes d'engagement qui peut exister, et le fait qu'il y a sans doute des recherches à faire là-dessus, mais il y en a quelques-unes, j'ai remarqué, qui commencent à regarder ça. Comment est-ce que cet engagement dans de multiples sphères citoyennes, professionnelles, etc., et politiques, conduit finalement, comme le disait Johan tout à l'heure, à une expérience transformative au niveau personnel, et comment elle se renforce l'une l'autre, et comment ça constitue des ressources qu'on peut convertir éventuellement dans d'autres formes d'engagement, dans d'autres sphères. Là, je pense qu'il y aurait quelque chose de tout à fait intéressant. Mais ça rejoint à regarder aussi l'expérience de l'engagement dans l'activisme interne comme une expérience transformatrice. C'est ce qu'on a essayé de faire un peu avec Christelle dans un autre papier publié dans la revue de psychologie et de comportement organisationnel, la RIPCO, où ce qu'ils nous ont mentionné, ce n'est pas tellement l'aspect politique, mais c'est des apports cognitifs, des apports relationnels, et aussi des apports entre guillemets psychiques ou psychologiques, c'est-à-dire plus de sens au travail, en gros, une meilleure connaissance du fonctionnement de l'entreprise et de ces sujets qui sont éminemment complexes, la construction d'un réseau à l'intérieur de l'entreprise, et aussi de liens affinitaires très forts avec des personnes qu'elles ne connaissaient pas d'avant d'ailleurs, mais avec qui elles ont développé des relations d'amitié, du fait notamment d'une très grande proximité sur les valeurs qui les unissent. Et c'est vrai qu'on pourrait y ajouter, comme le disait Johan, c'est tout à fait juste, hein, une sorte de transformation de l'engagement citoyen dans et en dehors de l'entreprise du fait de ces expériences collectives d'action ensemble. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une dernière remarque ou question? En même temps, il est 11h30, mais je ne veux pas censurer de... On a un peu l'impression que vous décrivez une forme de syndicalisme bourgeois, c'est-à-dire, parce que là, vous nous refaites un peu l'histoire, ils découvrent qu'il y a du lien dans l'entreprise, bon, s'ils avaient été engagés syndicalement dans leur CSE, ce serait passé la même chose. Sauf que là, moi je ne suis pas très surpris qu'il y ait de jeunes cadres. Enfin, je veux dire, il y a sans doute des conflits d'objectifs, des conflits d'agenda politique à conduire en entreprise. En CSE, on défend des politiques sociales, on défend autre chose que seulement les questions environnementales ou écologiques. Et d'ailleurs, les CSE qui ont maintenant mandat sur les questions également les questions de RSE ont beaucoup de mal à s'en emparer, puisqu'il y a des conflits entre négocier une augmentation de salaire au cours de l'ANA ou pour tous et dire et on va en plus engager des moyens dans une politique d'achat responsable. Bon, le choix est vite fait, il y a un historique, une histoire très très longue de ce qu'est le syndicalisme, du dialogue social en entreprise. Moi j'ai un peu le sentiment que ces collectifs de salariés viennent pas simplement concurrencer les responsables RSE, mais aussi les dispositifs déjà existants de dialogue social qui sont historiques, constitutifs de l'entreprise, et que ces cadres, malheureusement, et notamment dans les cabinets de conseil, ont tendance à oublier qu'ils sont des salariés et que les salariés ont des moyens, des espaces qui existent de longue date, qui font partie de l'histoire des entreprises pour défendre leurs intérêts, pour défendre leurs idées,
et qu'il n'est pas toujours utile de recréer des petites choses à côté pour pas trop se mouiller, de parler que de RSE et ne surtout pas parler de ce qui fâche, comme la justice, par exemple, sociale. Mais c'est vrai qu'ils peuvent être perçus de manière négative par les syndicats, hein. Ils peuvent être perçus comme empiétant sur les plates-bandes des syndicats et ça peut vraiment créer des frictions et des tensions. Et donc, ça fait partie également de l'enjeu de pas aller marcher sur les prérogatives des syndicats. Mais moi, je trouve que c'est un point effectivement très juste que vous soulevez sur le fait mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas des recoupements? Est-ce qu'il n'y a pas des redondances entre maintenant des sujets dont peuvent s'emparer certaines instances qui existent déjà et des sujets que proposent déjà les collectifs? C'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser. Mais ça peut créer des frictions. Je crois qu'on a d'ailleurs des collègues qui travaillent là-dessus, sur les liens avec les syndicats et les enjeux par rapport à ça. Non, mais vous avez complètement raison. C'est une question compliquée parce qu'il y a plein de combinaisons possibles finalement entre ces différentes formes d'action. On a des activistes internes qu'on a rencontrés qui sont aussi représentants du personnel au CSE, dans des organisations traditionnelles ou sous la bannière du printemps écologique, hein, qui répond quelque part à une forme d'engagement ou en tout cas à un vide qui n'était pas occupé par les organisations syndicales, disons, plus classiques. On a des systèmes, voilà, on a des tensions parfois qui peuvent apparaître, où les organisations syndicales s'arrogent une sorte de légitimité de fait sur toutes les questions qui sont de l'ordre de la représentation des salariés et vont mettre des bâtons dans les roues des activistes internes qui n'arrivent pas à monter un collectif et qui de fait vont du coup passer par une syndicalisation et des élections professionnelles pour continuer à porter leurs revendications parce qu'ils sont bloqués. On a des formes d'alliances qui existent. Enfin, c'est assez protéiforme finalement. Et je trouve que ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est aussi le fait que c'est ouvert depuis peu finalement, hein, grâce à la loi climat et résilience, je crois. On a les CSE qui peuvent se saisir de ce type de prérogatives. On a des commissions maintenant au sein du CSE qui traitent spécifiquement des questions environnementales, alors qu'avant ce n'était pas le cas. C'est pas une commission obligatoire d'ailleurs, donc ça veut dire qu'on crée aussi des dispositifs un peu originaux et on essaye d'expérimenter au sein de ces commissions une nouvelle forme d'action syndicale autour des enjeux environnementaux. Dans ces commissions, parfois d'ailleurs, on ouvre la participation à ces commissions à des salariés qui sont non syndiqués et non représentants du personnel. Donc on a aussi des formes hybrides qui apparaissent. Donc c'est aussi un champ d'expérimentation et d'innovation sociale, quoi, ou dans le dialogue social autour de ce nouvel objet de relation, enfin en tout cas de dialogue social. Et j'ai envie de dire, on a besoin de tout le monde, donc il faut qu'on trouve un moyen de travailler dans le bon sens avec tous les moyens qui permettent de pousser le sujet dans la bonne direction. Effectivement, il y a une des questions stratégiques de ce point de vue-là, c'est est-ce que l'émergence de ces collectifs, c'est une forme d'invasion du territoire syndical, ou est-ce que c'est un symptôme du fait que les syndicats ne sont pas sur ce territoire-là? Donc ça peut être un symptôme d'une incapacité des syndicats à aller sur ce territoire-là. Donc il y aurait une lecture sur les tensions. Christelle, tu mentionnais des collègues qui étudiaient ça. Je ne sais pas si c'est publié, mais en tout cas, quand ce sera publié, ce sera intéressant de les inviter aussi, parce que c'est vraiment des questions éminemment stratégiques sur qui est légitime pour se saisir de ce sujet-là, qui a le droit d'en parler, et qui sait comment en parler. Et ça pose vraiment des questions de ressources, de compétences, etc., dont on a déjà parlé dans le tour. Bon, on a même dépassé le temps que vous aviez accepté de nous accorder. Mais Christelle et Stéphane, merci beaucoup pour ce temps et vos réponses et votre engagement. Et ce papier, donc marcher sur des lignes de crête, Théron et Peset, ou Peset et Théron, je ne sais plus dans quel ordre vous l'avez mis, mais 2024 dans la Revue française de gestion. Si vous ne l'avez pas lu, c'est vraiment à lire. Merci beaucoup. Merci Johan et merci à tous. C'était un plaisir. Bonne fin de journée. À bientôt. Au revoir. Bonne fin de journée, à bientôt. Au revoir.